C'est donc parti pour la gestion de la création d'un post. Donc là, je vous promets, je vais essayer de faire plus court que dans la dernière vidéo. C'est pas sûr parce qu'à chaque fois que je vous le dis et à chaque fois on fait toujours plus long. Donc j'espère que ça vous plaît. Là, on est dans la toute dernière ligne droite de cette formation, en particulier du coup si vous suivez les vidéos au fur et à mesure des sorties, puisque là vraiment aujourd'hui je tourne des vidéos, peut-être demain aussi, mais dans tous les cas du coup samedi. Du coup 17 juin là on termine vraiment la formation quoi qu'il arrive. Il y aura une petite conclusion en dernière vidéo. Je vous inviterai, ça me ferait très plaisir que vous la regardiez. Il n'y aura pas de contenu à proprement parler dans cette conclusion pour le projet. Mais par contre, on parlera un petit peu de ce qu'on pourrait faire dans le futur sur la chaîne. Donc du coup, forcément, plus vous serez nombreuses à la regarder, cette vidéo, et plus vous serez nombreuses à partager, à commenter pour me dire ce qui vous ferait plaisir, ce que vous changeriez, ce que vous voudriez voir de différent tout simplement sur la chaîne. Et bien du coup, moi, ça pourrait bien m'aider à faire du contenu du coup qui vous plaise toujours par la suite. Passons donc maintenant à la validation de notre formulaire de création de poste et du coup à l'enregistrement du poste si jamais le formulaire est bien rempli. Donc tout ça se passera directement dans l'action ici Store. On voit que par défaut, lorsqu'on est venu créer le contrôleur avec l'option ressources, eh bien c'est venu nous injecter directement dans cette méthode l'objet qui correspond à la requête. Et du coup ici on pourrait refaire la validation comme on l'a déjà fait par le passé, notamment du coup pour l'inscription ou la connexion de nos membres. Mais ici, je vais vous montrer une nouvelle méthode qui consiste en fait à créer vous-même vos propres classes de requêtes pour du coup isoler la logique de validation dans une autre classe. L'intérêt, c'est qu'ensuite, on aura juste à injecter un objet de la classe de requête qu'on aura créé pour que du coup la validation se déclenche. Ça veut dire qu'avant même de rentrer ici dans le corps de mon action, et bien du coup, soit je me ferai jeter si jamais le formulaire est pas rempli, soit je rentrerai du coup dans le corps de la méthode si jamais du coup le formulaire était parfaitement rempli, que toutes les règles de validation du coup étaient du coup passées. Et donc nous, ça sera également très pratique pour une autre chose, c'est que cette logique de validation, on va l'utiliser non seulement pour la création des postes, mais également pour la mise à jour des postes. Donc du coup, on aura dans une classe la logique de validation d'un poste, que ce soit pour une création ou une mise à jour, et du coup, je pourrais l'utiliser aux deux endroits dans mon contrôleur où ça va être nécessaire du coup pour la création et pour la mise à jour. Donc, vous venez sur votre terminal, on va faire un petit PHP artisan make request. Donc là, du coup, on va créer une classe de requête, du coup, on fait un make request. Et ensuite, du coup, vous donnez un nom à votre classe. Donc, en général, on donne un nom assez parlant. Donc moi, vu que là, ça va être la gestion des requêtes pour créer ou mettre à jour, du coup, des postes, eh bien, je vais appeler ma classe post request. Impeccable, on vous dit où est-ce que le fichier avec ma classe a été créé. Donc là, on va dans app http request post request. Vous avez deux méthodes par défaut. Vous avez une méthode ici, authorize, qui permet du coup de déterminer si l'utilisateur est autorisé ou non à faire la requête. Donc par défaut ici c'est à false, donc du coup ça va lui refuser en fait l'accès à notre action. Et si jamais du coup vous venez supprimer ici cette méthode, par défaut, du coup, la méthode authorize dans la classe parent va, elle, retourner true. Ce qui est parfait pour nous parce que nous, notre logique d'autorisation sur notre application, elle se trouve pas ici dans les classes de requête. Donc du coup, ici, pas besoin de cette méthode. Et donc du coup, la deuxième méthode qui va vraiment nous intéresser, ça va être la méthode rules, qui du coup retourne simplement un tableau, et du coup ce tableau il va contenir, comme on avait l'habitude de le faire, eh bien le contenu de la méthode validate qu'on avait avant dans nos contrôleurs. Donc on se rappelle par exemple sur le register contrôleur, juste ici on avait un tableau pour valider les différents champs de mon formulaire d'inscription, et bien du coup ici dans post request on va venir mettre le même type de contenu. Et donc ensuite, une fois qu'on aura mis toutes nos règles de validation pour les différents champs, eh bien on pourra venir utiliser la classe post-request en l'injectant au niveau des actions pour lesquelles du coup c'est cohérent. Donc notre formulaire, on le voit à droite, il y a beaucoup de champs à venir valider. On va donc commencer dès maintenant. Premier champ, ça va être le champ title. Donc le champ title,
il va être requis. C'est pas un champ qui est optionnel. On veut que ça soit un champ de type chaîne de caractères, donc règle string. Et ensuite, on va indiquer que cette chaîne de caractères doit faire entre 3 caractères, ça c'est purement arbitraire, je considère qu'un titre en dessous de 3 caractères, c'est un petit peu bizarre. Et du coup, le maximum, ça sera 255 caractères. Donc voilà pour le title, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, je vous avais dit ici qu'on allait avoir un champ slug. Par défaut, on peut le laisser vide. Et du coup, je vous avais dit que si jamais la personne passait n'importe quelle valeur, la valeur allait être slugifiée avant d'être soumise à validation. Donc du coup, vu que c'est quelque chose qui va se passer avant d'être soumis à validation, avant qu'ici, je puisse venir commencer à mettre les règles de validation pour mon champ slug, je vais devoir du coup faire des actions sur la valeur de ce champ. Et donc si jamais la personne n'a pas passé de valeur pour ce champ, et bien du coup on va venir slugifier simplement le titre qui a été du coup renseigné par notre utilisateur, et du coup c'est cette valeur qui sera ensuite validée dans ici mes différentes règles de validation. Pour pouvoir venir préparer un champ avant sa validation, tout ce que vous avez à faire, c'est créer la méthode protégée prepare for validation. Donc là, vous indiquez protected function prepare for validation. C'est une méthode qui ne retourne absolument rien. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser la méthode merge, dans laquelle vous allez indiquer un tableau avec du coup les différents champs pour lesquels vous souhaitez faire une préparation pour la validation, donc sur lesquels vous voulez agir avant que la validation juste ici vienne s'effectuer. Donc nous, le seul champ pour lequel on souhaite faire une action, c'est le champ slug. Et donc là, on va venir réutiliser la façade str, donc la façade string, et la méthode statique slug, comme on l'avait déjà utilisé lorsqu'on avait fait du seeding. Donc là, je vous invite à venir dans Database, dans Factories, sur Post Factory. Et donc juste ici, vous voyez, on avait utilisé déjà cette méthode slug. Ce qui était un petit peu relou pour nous, c'était qu'à chaque fois, en tout cas pour moi, je dois avoir une mauvaise config ou une extension qui n'est pas installée ou autre. Du coup, à chaque fois, il ne me trouve pas la classe str. Du coup, ici, je viens simplement me la récupérer. Je reviens ici, je viens la mettre. Et du coup, juste ici, vous allez venir utiliser la façade. Vous allez utiliser du coup la méthode slug, et ensuite du coup vous allez regarder ce que vous allez devoir slugifier. Donc soit la personne a passé une valeur dans le champ slug. Dans ce cas là, si jamais je fais un this slug, je vais récupérer la valeur du champ slug, et donc elle va être slugifiée, ça pas de souci là-dessus. Mais si jamais par contre il n'y a pas de valeur qui a été renseignée pour ce champ, ou qu'il n'est pas présent, je vais récupérer la valeur nulle si jamais je fais un this slug. Donc du coup je vais utiliser l'opérateur null coalescing, et je vais dire que du coup s'il n'y a pas de slug qui a été renseigné, dans ce cas-là, c'est this title que je vais vouloir slugifier. Ça veut donc dire que ici, je suis sûr, quoi qu'il arrive, d'avoir une valeur pour le champ slug, puisque si jamais elle n'a pas été renseignée, dans tous les cas, je vais avoir mis en valeur de ce champ, eh bien, le title slugifié. Donc du coup, là, on est impeccable avec ça. On peut donc revenir ici sur la validation du champ slug, et ensuite on va indiquer simplement qu'il est requis. Donc même si quelqu'un ne l'a pas renseigné, que le champ est resté vide, c'est pas un souci, la validation passera quand même, parce que tant que j'ai renseigné le titre, et bien du coup il va être slugifié et être mis en valeur du champ slug, donc pas de problème. On va dire également que ça doit être une chaîne de caractères, qui doit faire une nouvelle fois, comme au-dessus, entre 3 et 255 caractères. Et ensuite, on va utiliser la règle unique, comme on l'avait fait du coup pour les adresses email lors de l'inscription de nos membres. Donc juste ici, on avait dit que pour le champ email dans la table users, et bien du coup, la valeur ici du champ email devait être unique.
c'est très important. Pour l'inscription, parce qu'on veut pas que deux comptes aient la même adresse email, bah là c'est pareil, on voudra jamais que deux posts aient le même slug, puisque c'est le slug qui permet dans la barre d'adresse de savoir à quel post je veux accéder quand je viens les afficher sur mon site. Donc du coup, forcément, il faut que tous les slugs soient totalement uniques. Autant les titres, on peut avoir deux fois le même titre pour deux articles différents, c'est pas un problème, tant que leurs slugs sont différents. D'où le fait qu'ici, j'ai laissé la possibilité d'avoir la main sur le slug dans le formulaire. Comme ça, si un jour vous créez deux articles qui ont le même nom, ça évitera qu'ils aient deux fois du coup le même slug, vous pourrez agir là-dessus. Donc là, on est tout bon. On n'oublie pas, bien entendu, avec la règle unique, d'indiquer dans quelle table ça doit être unique. Donc là, c'est dans la table post. Ensuite, on a le contenu du post. Donc le contenu du post. Forcément, son contenu, il est requis. On ne veut pas avoir un article complètement vide. Ça doit être une chaîne de caractères, toujours. Et là, pour le coup, j'ai été assez permissif, mais pas trop quand même. Je veux juste indiquer que la taille minimale du contenu de mon article, ça doit être minimum 10 caractères. Donc, du coup, ça c'est juste pour voilà, avoir une micro-phrase au minimum en valeur ici du champ de contenu. Une fois que ça c'est fait, on va avoir l'image qui va du coup illustrer notre article, donc notre champ thumbnail. Et donc là, notre vignette d'article, non seulement elle sera requise, je ne souhaite pas, et ça c'est vraiment un choix purement arbitraire de ma part, mais je ne souhaite pas qu'un article puisse ne pas avoir d'image pour l'illustrer. Donc du coup ici je dis que c'est requis, et vu que ce sera un fichier de type image forcément que je veux, que ce soit un JPEG, un GIF, un PNG, peu importe, je veux que ce soit une image, et donc du coup je vais indiquer ici la règle image tout simplement. Et oui, c'est aussi simple que ça avec Laravel, c'est plutôt très cool. Ensuite, on rentre dans les relations de mon post. Donc d'abord les catégories. Donc on se rappelle, pour la catégorie, on a simplement un champ catégorie ID dans notre table. Donc là, je viens sur mes posts, et donc on voit ici qu'on a simplement un catégorie ID à indiquer. Le catégorie ID, ici, si je viens inspecter, on voit qu'il est mis, hop là, en valeur dans mes différentes options. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est venir, une fois que la validation sera passée, enregistrer du coup la valeur que j'ai récupérée en tant que catégorie ID. Et donc pour la validation, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est vérifier que du coup l'ID qui a été passé via mon formulaire, il correspond bel et bien à une catégorie existante. On s'assure un petit peu de l'intégrité du coup des données qu'on reçoit. Donc là j'indique catégorie ID, c'est le nom qu'on a donné au champ. Pour faciliter ensuite la création avec le mass assignment. Donc là, une nouvelle fois, c'est requis parce qu'on est obligé d'avoir une catégorie, en tout cas pour nous sur notre blog, associée à un article. On dit que ça doit être un nombre entier, ça sert à rien de vérifier en BDD si la catégorie existe alors que en fait on n'a même pas récupéré un entier. On saura que c'est forcément problématique. Et ensuite, on va venir utiliser la règle existe. La règle existe, en fait, elle va permettre de regarder dans une table et sur une colonne spécifique si on retrouve la valeur, du coup ici, que j'ai pour mon champ. Donc nous, en l'occurrence, on va regarder dans la table Categories si son champ ID contient pour une de ces entrées, du coup, la valeur ici que j'ai renseignée pour le champ Category ID. Donc là, en l'occurrence, si par exemple, j'ai renseigné 3, du coup il va venir dans Categories, il va regarder l'ID et du coup il va trouver une entrée qui a bel et bien la valeur 3, donc il va me dire ok, la règle de validation passe. Si jamais du coup c'est pas le cas, que j'ai indiqué par exemple 8, et bien dans ce cas-là, je vais me faire refouler et du coup m'indiquera que le Category ID n'est pas valide. Et donc enfin, on vient valider les tags IDs, donc les idées de tags. Et donc ici, en fait, quand vous allez avoir un select à choix multiples, vous allez récupérer en réalité un simple tableau indexé numériquement dans lequel vous allez avoir en valeur de chaque clé numérique, et bien du coup l'identifiant de l'étiquette qui a été sélectionnée. Donc là, si je sélectionne Action épouvante fantasy, je vais recevoir un tableau avec 3 valeurs indexées numériquement avec du coup les idées des 3 étiquettes que j'ai indiquées. Donc c'est pour ça que ici, je vais venir indiquer arrêt
Donc j'indique pas que ce champ est requis, tout simplement parce que ça n'est pas le cas. Si jamais la personne ne veut pas indiquer d'étiquette et qu'elle veut laisser vide ce champ, et bien du coup elle n'est pas forcée de venir renseigner de valeur, puisque les étiquettes sont totalement optionnelles. Et donc tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder pour les différentes valeurs dans ce tableau, si elles existent également bel et bien dans notre tab tags, et du coup en valeur du champ ID. Et donc là, ça va être automatique, hein, malgré qu'on ait un tableau, il va venir itérer sur chaque élément dans le tableau et regarder du coup pour chaque valeur si elle existe dans la table tag pour le champ ID. Ici, vous n'avez rien de plus à faire. Donc là, la validation, pour l'instant, elle est impeccable. Vous avez complètement ici validé votre formulaire. Si jamais toutes les règles de validation ici passent, c'est que tout est impeccable. Avant de venir injecter un objet de l'instance de la classe qu'on vient de créer ici, post-request, on va venir faire deux petites choses. Un, on va venir activer le mass assignment pour nos postes. Comme ça, on sera tranquille avec ça. Donc, je viens sur modèle et sur post. Donc là, on a déjà fait pas mal de travail là-dedans, mine de rien, on a pas mal bossé. Et donc, juste ici, je vais venir renseigner la propriété guarded. Donc, on avait vu qu'on peut également utiliser la propriété fillable qui fonctionne du coup dans le sens inverse. Ici, on va simplement indiquer du coup les champs qui doivent être protégés du mass assignment, alors qu'avec fillable, on indique les champs qui peuvent être utilisés avec le mass assignment. Donc là, les trois seuls champs qu'on veut protéger de ça, ça va être les champs ID, created at et updated at, parce que c'est pas à nous de les gérer et d'influencer directement les valeurs de ces trois champs. Donc ici, on vient les protéger. Donc ça, c'était la première chose. Et du coup, la deuxième chose, ça va être de venir configurer la façon dont on veut gérer l'enregistrement, la gestion de nos fichiers, puisque là, on va venir uploader sur notre serveur une image pour notre article. Donc, pour pouvoir gérer ça, je vous invite à vous rendre dans votre fichier .env. Et donc dans le .env, vous allez pouvoir un petit peu descendre et juste ici du coup vous avez la gestion du coup du type de gestion de fichiers que vous voulez avoir. Donc par défaut on est sur local. Je vous invite à passer ça en public. Et je vais vous montrer du coup ensuite à quoi correspond cette valeur dans le fichier de configuration qui permet du coup de gérer justement l'enregistrement, la gestion de nos fichiers. Donc là, je vous invite à venir dans config, et du coup, le fichier qui permet de gérer toute la gestion du coup, des fichiers, justement, c'est filesystems.php. Donc vous allez juste ici, vous pouvez indiquer ici que par défaut, c'est pas local que vous voulez, mais c'est public. Et donc ici, la valeur publique, elle correspond, hop là, donc dans le tableau disque, à la valeur qu'on a juste ici. Et donc en fait, ça va permettre d'enregistrer tous les fichiers qui vont, qu'on va vouloir enregistrer depuis notre contrôleur pour notre part. Ça va les enregistrer du coup dans le dossier storage. Donc du coup, vous allez sur storage juste ici. Et ensuite du coup, dans les sous-dossiers app public. Donc vous voyez ici en fait, dans ce dossier que j'ai juste là, c'est ici que par défaut, en utilisant ici le système de fichiers public, c'est ici que ça va enregistrer tous les fichiers quand on les enregistrera. Et on vous dit ensuite que du coup, ces fichiers ne seront pas accessibles depuis par exemple le navigateur de mon visiteur, ne seront pas accessibles directement depuis ce dossier storage, puisque je le rappelle, le seul dossier accessible depuis l'extérieur de mon serveur, du coup aux différents utilisateurs de mon site, c'est le dossier public. Et donc du coup, ce qu'on fera en fait, c'est qu'on créera un lien symbolique entre ce dossier ici dans storage app public et du coup le dossier public / storage, comme vous le voyez juste ici, puisque du coup les gens accéderont à l'URL de mon application / storage, donc du coup c'est bel et bien un sous-dossier storage qui va devoir être créé dans public pour accéder aux fichiers qui vont être du coup dans storage / app / public. Forcément, qui dit lien symbolique dit création de ce lien symbolique. Et donc du coup, pour le créer, rassurez-vous, vous n'avez pas à le faire vous-même. Laravel a mis à votre disposition une petite commande artisan pour faire ça. Mais avant de venir exécuter cette commande, je vous invite un petit peu à descendre.
dans ce fichier encore une fois, dans le fichier filesystems.php. Et du coup ici vous allez voir tous les liens symboliques qui vont être générés quand vous allez utiliser du coup la commande artisan storage2.link. Et donc là on voit que du coup ça va venir nous créer par défaut directement un lien symbolique entre du coup notre dossier public /storage, donc un dossier storage dans le dossier public, et du coup le dossier storage /app/public. Donc du coup le lien symbolique sera créé grâce à cette commande ici storage link. Donc vous prenez ici la commande, vous revenez sur votre terminal et donc là on fait un petit php artisan storage2.link. Ça va venir du coup vous créer ici le lien symbolique de public storage à storage/app/public. Et du coup, c'est impeccable. Maintenant, quand j'enregistrerai des fichiers dans storage app/public, et bien du coup, j'y aurai accès quand même depuis l'extérieur de mon serveur. Là, tout est maintenant fin prêt pour que dans mon admin controller, je puisse gérer enfin la requête de mon utilisateur. Et du coup, on va voir au fur et à mesure si tout fonctionne bien. Donc, première chose à faire, ici, on se débarrasse de notre classe request de base et on va remplacer ça par post request. Donc là, vous faites entrer. Bien entendu, du coup, vous venez importer ici votre classe post request. Et donc là, du coup, grâce aux règles de validation qui sont contenues dans la méthode rules de ma classe post request, et bien du coup, automatiquement, si jamais toutes les règles de validation ici ne sont pas conformes au niveau de ce que j'ai mis dans mon formulaire, et bien du coup, automatiquement, mon utilisateur va être refoulé, comme du coup c'était le cas déjà avec la méthode validate quand on avait géré du coup l'inscription et la connexion de nos utilisateurs, et également du coup la modification du mot de passe. Sauf que du coup ici maintenant je n'ai plus rien à mettre dans mon action, dans le corps de ma méthode pour gérer ça, donc du coup c'est super propre, ça va vraiment isoler la validation de nos formulaires. Et donc là maintenant on peut tester, je peux cliquer ici sur publier pour voir un petit peu en plus si on a bien géré nos différents composants dans la dernière vidéo, pour voir du coup si les messages d'erreur se mettent bel et bien comme il faut. Donc là je clique sur publier. Et donc là, on voit qu'on a bel et bien nos erreurs. Donc là, on vous dit, le champ titre est obligatoire, logique. Le champ slug est obligatoire, pas de problème. Le champ contenu est obligatoire, super. Ici, on vous dit le champ thumbnail, parce que thumbnail, du coup, n'a pas d'équivalent dans les fichiers de traduction. Donc ça, on va venir le gérer ensemble. Film, il n'y a pas d'erreur, puisque par défaut, j'ai déjà une catégorie sélectionnée. Donc du coup, juste si jamais la personne ne vient pas cliquer, ce sera la première catégorie listée qui sera automatiquement affectée à notre article, donc c'est pas vraiment un souci. Donc là déjà la première chose qu'on voit qui est problématique, c'est ici thumbnail. Donc je vous invite à vous rendre dans langue, fr, validation, et donc du coup on va aller sur thumbnail. Donc moi j'aime bien les mettre dans l'ordre alphabétique comme c'est le cas par défaut sur ces fichiers. Donc là on va aller juste ici en dessous de texte, et donc on va indiquer une traduction pour thumbnail. Alors moi je sais que je parle beaucoup d'images de couverture, je sais que thumbnail c'est traduit plutôt par vignette. On peut indiquer vignette à la place de thumbnail, ça me choquera pas. Autant pour le label, j'aime bien qu'on parle d'image de couverture, autant c'est vrai pour le message d'erreur, peut-être plus vignette. Bon là d'abord on est vraiment dans les détails, c'est pas hyper important. Donc là, je mets juste vignette, je viens cliquer sur publier, et du coup maintenant j'ai bel et bien le champ vignette est obligatoire. Peut-être que juste ici, il faudrait que je modifie simplement le label, parce que c'est vrai que l'image du coup de couverture, ça correspond pas trop. Je viens modifier ça parce que du coup, j'aime bien que ce soit impeccable. Donc, on revient sur ressources. On va aller dans Views, on va aller du coup sur Admin, sur Form, et du coup, ici à la place d'image de couverture, on va simplement indiquer du coup vignette. Comme ça, votre humble serviteur sera parfaitement content. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc là, très bien. Maintenant, si par exemple je renseigne que 2 caractères pour le titre que je fais entrer, bon, bah, vous voyez que du coup, vous avez bel et bien les messages d'erreur qui se mettent. Ici, forcément, vu que ça a pris mon titre, il me dit qu'il y a un souci. Par contre, si je remplace une valeur qui lui est propre, dans ce cas-là, maintenant, le champ est valide, il n'y a pas de problème. Ici, si je renseigne du coup un titre suffisamment long, pas de problème non plus.
Pour le contenu du post, on se rappelle, c'est pas 3 caractères, mais ça sera 10 caractères. Vous voyez, au moins 10 caractères juste ici. Donc là, je peux en mettre une ribambelle pour voir si ça fonctionne. Impeccable. On voit que les anciennes valeurs de mon formulaire sont remises en valeur des champs quand du coup on est redirigé vers le formulaire parce qu'il y a des erreurs. Donc ça, du coup, c'est plutôt positif également. Au niveau du coup catégorie, il ne peut pas y avoir de problème, excepté du coup si je viens m'amuser à modifier à la main le contenu par exemple de la valeur. Par exemple ici, si je mets 30 alors que du coup je n'ai pas de catégorie avec un ID est égal à 30 et que je clique sur publier, dans ce cas-là, je vais avoir le champ catégorie ID du coup sélectionné est invalide. Donc au niveau de la validation, c'est impeccable. Au niveau du nom du coup, ici, ça va pas être top. Donc je vais venir sur validation.php. Et donc là, pour catégorie ID, ça va être juste ici. On va indiquer que si jamais un champ s'appelle catégorie ID, dans ce cas-là, on va simplement vouloir que ce soit indiqué catégorie. Ça sera beaucoup plus sympa avec, hop là, un accent sur le « et ». Et donc là, si je reviens tester, inspecter, que je viens du coup mettre la valeur 30 et que je tente de revalider, et bien du coup, cette fois-ci, j'ai le champ catégorie sélectionné est invalide. C'est pas mal. Donc là, on est bon. Si jamais je mets, par exemple, livre, pour voir du coup si jamais il y a des erreurs dans mon formulaire, voir si le livre reste sélectionné, vous savez, dans notre composant de select, hop là, qu'on avait créé, on avait toute une logique au niveau ici de la directive select qui permettait du coup de sélectionner un élément, donc soit si on était sur une mise à jour de poste qu'on fera par la suite pour du coup présélectionner la catégorie qui avait déjà été sélectionnée lors de la création du poste, et également du coup pour quand on a une ancienne valeur de formulaire suite à une redirection, et bien du coup on voudrait pouvoir récupérer la valeur en question. Donc là je mets livre pour tester sur un select à choix simple, voir si ça fonctionne. Je fais ça et on voit que du coup la valeur reste bel et bien sélectionnée à chaque fois. Donc là, oui, je mets jeu vidéo, je clique sur publier, jeu vidéo reste sélectionné, il n'y a pas de problème. Testons maintenant avec étiquette. Je teste avec étiquette, j'en sélectionne 3 au hasard, je clique sur publier, et là, devant vos yeux absolument choqués, vous voyez que nos étiquettes ne sont plus sélectionnées. Alors ça, c'est pour une raison toute simple, c'est parce que ici, au niveau de la méthode contains, je suis venu associer une clé à une valeur. J'ai indiqué que du coup, au niveau de la valeur sur laquelle j'étais en train d'itérer, je voulais regarder si pour la valeur en question, j'avais un champ ID est égal du coup à l'identifiant de la valeur sur laquelle j'étais en train d'itérer. Sauf que comme je vous le disais, ça sera valable par exemple pour la mise à jour. Lors de la mise à jour, on récupérera bel et bien 3 instances de notre modèle tag si jamais par exemple il y avait 3 tags associés à un article. Par contre, lors de la création ici, on récupère simplement un tableau indexé numériquement avec du coup les ID en valeur à chaque fois. On ne récupérera pas des instances ici de tag lors de la création. Du coup, forcément, on a bel et bien la valeur de l'ID, par contre, elle ne correspond pas à une clé, à une propriété ID. Mais là-dedans, il n'y a pas de souci, on a beaucoup de chance, puisque la méthode contains, on peut simplement lui indiquer une valeur et lui dire du coup, pour n'importe quel champ, est-ce que j'ai cette valeur ici qui est du coup dans un des champs de la valeur sur laquelle je suis actuellement en train d'itérer. Donc du coup, là, l'item sur lequel je suis en train d'itérer actuellement. Si jamais du coup c'est le cas, ça sera sélectionné, sinon non. Donc là, vous pouvez laisser ça comme ça sera impeccable. Je viens enregistrer ça, et donc si maintenant vous venez tester, par exemple je prends épouvante, fantasy, fantastique, et que je clique sur publier, vous pouvez voir qu'il reste bel et bien maintenant sélectionné, et ça c'est juste parfait. Donc là, cette façon de faire, elle est valable uniquement parce que nous, dans notre table tags, eh bien, on n'a pas de champ qui contient des entiers, excepté du coup le champ ID, donc du coup, c'était facile de faire ça et de gérer ça comme ça. Pour que du coup, ça fonctionne non seulement pour la mise à jour, mais également du coup pour un post déjà créé qu'on viendrait mettre à jour. Et donc là, pareil, on peut venir faire un petit test. Par exemple, sur les 3 ici qu'on a sélectionnés, je vais indiquer un tag qui n'existe pas, donc par exemple le tag 200, pour voir du coup si ma règle de validation existe, fonctionne bien sur le champ tag IDs. Je clique sur publier, et donc là je vois le champ tag IDs sélectionné est invalide. Vous voyez ici fantasy,
il veut pas du coup le resélectionner, normal, puisque fantasy n'est pas égal à l'id 200. Donc là, une dernière fois, je viens sur validation.php, et donc on va renseigner une valeur pour tag IDs. Donc ça va être juste ici, tag IDs, donc c'est les ID de tag. Et donc là, on va indiquer simplement étiquette au pluriel pour ce champ-là. Ça sera pas mal. Comme ça, maintenant, si je sélectionne un champ et que je viens modifier ici sa valeur et que je clique sur publier, et bien du coup, j'ai le champ étiquette sélectionné est invalide. C'est pas mal. C'est pas mal. On pourra améliorer ça, mais ici, on va largement s'en contenter. Donc là, on est très bien pour la partie purement validation. Notre classe post-request fait le taf parfaitement. Maintenant que tout ça est validé, forcément, on va vouloir enregistrer tout ça. Donc ça va pas être aussi, hop là, admin controller, ça va pas être aussi rapide qu'habituellement, en mode j'utilise la méthode create avec le mass assignment et je passe simplement mes données validées, puisque ici, je vais devoir non seulement enregistrer un nouveau post, mais également enregistrer une image sur le serveur. Donc du coup, il y a de l'upload de fichiers qui a été en jeu. On sait que grâce à ma classe post request, l'image est parfaitement valide, c'est bel et bien une image, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il va falloir faire ça, va falloir du coup créer l'entrée dans ma table, va falloir synchroniser du coup les différents tags ici que j'ai sélectionnés avec l'article, donc tout ça en enregistrant des relations dans la table pivot post tag qu'on a juste là, il faut également qu'on vienne générer l'extrait pour notre article. Rappelez-vous, dans la table post, ici, on a un champ excerpt qui contient du coup les 150 premiers caractères du contenu qu'on a juste là. Donc du coup, il va falloir également qu'on gère ça. C'est donc parti, et ensuite du coup, on pourra passer à la prochaine vidéo. Je vous rassure, ça va être assez rapide en réalité. Donc déjà, on va créer une petite variable validated, et du coup, elle va contenir les données qui ont été validées ici par mon objet de requête. Donc là, pour les récupérer, vous utilisez la méthode validated. Boum. Comme ça, du coup, je récupère le tableau que je récupérais précédemment dans la variable validated lors de l'inscription ou de la connexion, par exemple. Ensuite, première chose que je vais faire après avoir récupéré mes données validées, ça va être de venir uploader définitivement l'image sur mon serveur, donc du coup dans le dossier storage app public, pour que du coup je puisse y accéder via le lien symbolique, et je vais venir au passage stocker du coup le chemin vers ce fichier dans du coup la valeur de la clé thumbnail de mon tableau ici validated. Puisque du coup, quand on va venir stocker un fichier avec du coup ce que met à notre disposition Laravel, eh bien on va récupérer en retour de la méthode le chemin où est disponible du coup mon fichier. Puisque du coup, automatiquement, quand vous allez uploader un fichier en le gérant du coup avec Laravel, ça va automatiquement lui affecter un nom unique. Donc du coup, pour récupérer le chemin complet, ce sera facile de passer par ça. Donc, pour ce faire, ça va être très simple. Vous indiquez validated thumbnail est égal à, donc vous prenez ici votre fichier qui a été uploadé, donc pour l'instant dans un dossier temporaire, et du coup vous allez indiquer avec la méthode store que vous voulez stocker ce petit fichier dans un sous-dossier, donc du coup dans storage app public, mais du coup dans un sous-dossier de ces dossiers-là, qui va s'appeler thumbnail, donc avec un S. Ça veut donc dire que ici, au niveau de mon application, eh bien, notre fichier sera dans storage app public. Et du coup, ici, vu que j'ai indiqué thumbnails, ça va créer un sous-dossier thumbnails dans public pour du coup y mettre à chaque fois toutes mes vignettes. L'objectif, du coup, c'est pas d'avoir tout à la racine de public mélangé. Si jamais j'avais plusieurs types de fichiers qui étaient enregistrables sur mon projet, sur mon application. Donc là, je viens les mettre du coup simplement dans un sous-dossier thumbnails. Ça me paraît plus logique.
Et donc ici, la méthode store, je vous le disais, retourne le chemin qui mène du coup à l'image qui vient d'être uploadée définitivement grâce à la méthode store. Et du coup, ce chemin, je le stocke maintenant du coup en valeur de validated thumbnail. Donc du coup, maintenant, c'est plus le fichier uploadé qui est en valeur de validated thumbnail, c'est du coup simplement une chaîne de caractères qui correspond au chemin qui mène à ma vignette. Ce qui est parfait parce que du coup, c'est ça que je vais vouloir enregistrer juste ici dans ma colonne. Donc ça, c'est impeccable. Ensuite, on va venir générer du contenu pour notre champ except. Donc là, on va le mettre en valeur du tableau validated, puisque ce tableau validated, comme on l'a déjà fait par le passé, on va venir l'utiliser pour du mass assignment. Du coup, je crée simplement ici une colonne dans ce tableau, en plus du nom du champ pour lequel je souhaite créer une valeur. Comme ça, du coup, quand j'utiliserai la méthode create du mass assignment de Laravel, enfin de Eloquent, et bien du coup, automatiquement, ça affectera la valeur au champ except qui est du coup dans ma table, juste ici. Donc, je viens indiquer ici except. Je vais venir utiliser notre façade str. Donc, ici chez moi, ça ne fonctionne toujours pas. Donc, je vais venir la récupérer de notre classe de requête que j'ai juste là. Donc là, on remonte ici, on vient coller ça là. Et donc, du coup, ensuite, juste là, on va pouvoir une nouvelle fois utiliser cette façade pour venir, du coup, découper notre content et en récupérer, du coup, seulement les 150 premiers caractères. Donc là, pour faire ceci, vous utilisez simplement la méthode limit. Donc la méthode limit, vous lui indiquez en première valeur du coup la chaîne de caractères pour laquelle vous souhaitez extraire une partie du contenu. Donc nous, c'est validated content. Et du coup ensuite, vous lui indiquez combien de caractères vous voulez extraire. Nous, c'est exactement 150. Bien entendu, du coup, s'il y a moins de 150 caractères, du coup, simplement, on va venir récupérer ce qu'il y a. Et si du coup, il y a plus de 150 caractères, on récupérera que les 150 premiers. Maintenant, je vais avoir un joli tableau validated. Et du coup, je vais l'utiliser pour venir créer ma nouvelle entrée via le mass assignment. On se rappelle, le mass assignment, on l'a activé juste tout à l'heure, avec la propriété guarded dans le modèle post. Et donc là, tout simplement, pour créer notre post, vous allez utiliser notre modèle, notre classe de modèle, la méthode create, et du coup, vous lui passez simplement en valeur validated. N'est-ce pas incroyable ? Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est associer les différents tags, du coup contenus dans le champ tag IDs, qui du coup ici n'a servi à rien lors du mass assignment, puisque du coup je n'ai pas de champ tag IDs au niveau de ma table post. Par contre, du coup, il faut que dans post tag, je vienne du coup indiquer avec du coup l'ID de mon post fraîchement créé, et du coup tous les tags auxquels j'ai fait référence ici dans mon champ étiquette. Je vous rassure, vous n'avez rien à venir manipuler vous-même. On ne manipule pas ici directement la table pivot. C'est pas notre travail quand on utilise Laravel. Et donc ici, en fait, pour venir rajouter des tags à notre poste, vous allez venir utiliser sa relation tags qu'on avait créée il y a maintenant bien longtemps. Donc si vous venez sur post, vous avez logiquement, si vous avez suivi toutes les vidéos, ce dont je ne doute absolument pas. Vous avez ici une méthode tags, donc du coup c'est vraiment à elle ici qu'on vient accéder pour du coup accéder à la relation. Et donc dans admin controller, une fois que vous avez accédé à la relation ici, vous venez accéder à la méthode sync qui va permettre du coup de synchroniser via un tableau ici qu'on va passer en argument tous les tags à notre poste. Cette méthode, elle est particulièrement pratique parce que dans le futur, on le verra notamment au niveau de la mise à jour des postes, elle va pas seulement rajouter, par exemple, si j'ai sélectionné ici 3 étiquettes, elle va pas seulement les rajouter dans la table pivot, 3 nouvelles entrées, elle va regarder si dans la table pivot, il y a déjà des associations avec d'autres étiquettes pour notre poste, et si jamais du coup c'est le cas, elle va les supprimer. Et si jamais elles existent déjà, elle ne va pas les recréer, et du coup elle va seulement créer les nouvelles relations. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment une synchronisation. Si ici je ne sélectionne que 2 étiquettes, peu importe ce que j'avais fait avant par le passé pour ce poste, du coup ce sera particulièrement vrai pour la mise à jour, et bien du coup seulement ces 2 étiquettes seront maintenant affectées à mon poste. Donc vraiment c'est très 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 pratique. Donc là du coup vous venez renseigner validated tag IDs, et vu que c'est un champ qui n'est pas requis, si jamais la personne n'indique rien, et bien du coup je ne récupérerai pas
de valeur pour le champ TagIDs, eh bien vous venez indiquer que si jamais du coup vous n'avez pas cette de valeur pour ce champ, hein, que ce champ n'existe pas au niveau des données que j'ai récupérées, et bien du coup vous venez indiquer la valeur nulle. Et donc ici en passant nul à la méthode sync, et bien du coup ça va simplement indiquer qu'il n'y a aucun tag à associer à votre post. On est impeccable. Maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, maintenant que notre post est parfaitement créé, ça va être de faire un petit return et du coup on va faire une redirection de notre utilisateur vers du coup son post qui vient d'être tout juste créé. Donc on le redirige vers la route qui s'appelle post, donc au pluriel, .show. Cette route prend un paramètre variable qui du coup s'appelle post. Donc ici vous lui passez simplement du coup le post qui vient d'être créé pour être redirigé vraiment vers ce nouveau post. Et du coup, vu qu'on sait qu'on a la possibilité d'afficher un beau petit truc là de confirmation, un beau petit message, une alerte de confirmation via une variable de session flash status, bah du coup j'en profite, je passe une variable de session flash qui s'appelle status et on va simplement indiquer post publié. Donc là, logiquement, on est pas mal, on n'a plus qu'à tester tout ça et à voir du coup si jamais on a des erreurs ou autres, et bien du coup on viendra modifier tout ça. Donc la validation, c'est déjà, ça fonctionne, ça y a pas de souci. Maintenant, on va faire un vrai article. Donc là, on vient renseigner n'importe quoi. Donc là, j'ai indiqué formation Laravel 10. Bam, le slug, je le laisse vide parce que je veux qu'il soit généré à partir ici de mon titre. Le contenu du post, on va indiquer, je sais pas, nouvelle formation Laravel 10. Disponible. Pour la vignette, moi je vais venir utiliser une des vignettes YouTube du coup de la dernière vidéo que je vous ai mis en ligne. Voilà, ici bon il n'y a pas vraiment la catégorie formation, on va laisser film. Et donc on va dire que les deux catégories moi que je veux, ça va être fantastique et horreur, parce que c'est un petit peu le thème de la formation. Parfois c'était génial et parfois ça a été dur, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. Du coup, ça va être sympa de mettre ça. Donc fantastique, horreur, je clique sur publier et on voit si on a des problèmes ou pas. Donc là, je vois post publié, impeccable, ça fonctionne. Je vois que j'ai un petit souci d'image, on va y remédier juste après, je vous rassure. On voit la catégorie, c'est la bonne. J'ai bel et bien fantastique et horreur en tag qui ont été affectés. J'ai le bon contenu, le bon titre. J'ai bel et bien ici, vous voyez mon slug qui a été créé par rapport à mon titre, donc impeccable. L'heure, forcément, elle est bien gérée par Eloquent, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai juste un petit problème au niveau de l'image. Je vous rassure, ça va être très facile à venir régler. Je vous invite à venir dans Ressources, dans Views, dans Components et sur post.blade.php. Et donc, si vous allez au niveau ici de source, c'est logique, on vient directement mettre post thumbnail, sauf que si moi je viens sur ma table, post, et que je viens du coup regarder ici, si jamais je viens au niveau de thumbnail, autant c'est quelque chose qui était ok pour les URL directement que j'avais pour mes placeholders quand je générais ça via du seeding, autant là en fait c'est venu me mettre le chemin vers mon image du coup qui a été uploadée, mais seulement du coup à partir du sous-dossier thumbnail. Or, comme on le disait, nous, ça va être dans un sous-dossier storage dans le dossier public que va être mis du coup ce sous-dossier thumbnails et cette image. Donc du coup ici, je vais venir faire une petite modification au niveau de mon attribut source. Donc ici, ça va pas être super compliqué. On va juste regarder par quoi commence la valeur de notre propriété thumbnail. Parce que je veux pas casser le fonctionnement que j'avais au niveau du seeding. Donc quand j'ai une URL ici directement HTTPS, je veux que ça reste comme ça. Par contre, je vais dire quand j'ai pas du HTTPS ou HTTP au début ici de la valeur de ma propriété de mon champ thumbnail, et bien du coup je veux préfixer ça par du coup le lien vers mon dossier d'assets / storage pour aller vers mon fichier. Donc pour faire ça, il y a une petite fonction PHP qui existe, vraiment fonction native, qui est plutôt récente, je sais plus si c'est PHP 8, 8.1, je sais plus, mais c'est assez récent on va dire par rapport maintenant au vieillage de PHP. Cette fonction, elle s'appelle str, donc string starts
with. Donc ça, c'est simplement une fonction qui porte bien son nom, qui permet du coup de regarder si une chaîne de caractères commence par du coup la chaîne que vous allez lui passer en argument. Donc là, on va simplement regarder. Donc on indique en premier argument la chaîne dans laquelle on souhaite faire une vérification. Et ensuite, du coup, je vais indiquer est-ce que cette chaîne commence par HTTP. Si jamais c'est le cas, donc je viens utiliser l'opérateur ternaire. On est ici dans les doubles accolades, je peux mettre n'importe quelle expression PHP, il n'y a aucun souci là-dessus. Si jamais du coup ça commence bel et bien par HTTP, dans ce cas-là, je veux bel et bien simplement avoir post thumbnail. Par contre, si jamais ça n'est pas le cas, ça veut dire que du coup je suis bel et bien sur un upload directement sur mon site. Du coup je vais sûrement avoir quelque chose sous la forme ici qu'on a à la ligne 21 dans ma table. Et donc du coup dans ce cas-là, je vais vouloir générer un beau petit lien vers mon dossier de storage. Donc là vous allez simplement utiliser le helper asset. Donc asset ici ça va mener à votre dossier clairement public. Ensuite vous indiquez le sous-dossier storage / et ensuite du coup on vient chaîner tout ça avec le lien qui est contenu dans post thumbnail. Donc là, du coup, j'aurai mon site /storage / thumbnail / le nom de l'image. Vous faites ça et donc là, vous avez été un petit peu spoilé. Maintenant, ça fonctionne impeccable. Par contre, si je reviens sur la page d'accueil, ça n'a pas cassé du coup les liens que j'avais eu grâce à mon seeding, du coup, grâce au site placeholder.com. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Maintenant, vous savez créer vos articles avec votre espace d'administration. Donc ça, vraiment, c'est trop cool. Ici, on peut voir que l'extrait, c'est impeccable. Ça fonctionne également comme il faut. Et donc là, je peux venir dessus. Je peux venir, bien entendu, commenter. Il n'y a pas de souci, c'est devenu vraiment un article comme tous les autres. C'est donc impeccable pour ça. On va pouvoir du coup dès maintenant passer à la prochaine vidéo dans laquelle on va s'occuper de la mise à jour d'un post. Donc là on va vraiment faire la gestion formulaire et la gestion du coup validation, puisque comme je vous le disais, ça va énormément réutiliser tout ce qu'on a fait ici pour la création. Donc on va factoriser un petit peu tout ça, notamment côté contrôleur, pour éviter de se répéter 1000 fois, alors que vraiment les deux vont être très très ressemblants. Excepté que du coup pour la création, par défaut j'ai un formulaire vide et que pour la mise à jour, quand je vais cliquer sur mettre à jour, je vais avoir un formulaire avec du coup les données qui étaient sur le post actuellement et que je veux modifier. Donc du coup il y aura 2-3 trucs comme ça à modifier, mais sinon on va avoir énormément de points communs dans tout ça. Donc du coup forcément ça veut dire factorisation. Je vous lis donc à tout de suite pour gérer tout ça.